Alors, je passe tout de suite la parole à Laurent Berger. Et en rebondissant sur, la question est simple, en rebondissant sur l'introduction de Michel Cantu qui dit que le mouvement mutualiste a le vent en poupe, on peut quand même en douter, considérer au contraire que les vents sont extrêmement contraires quand on voit une Europe qui est le modèle de la solidarité qui refuse des réfugiés, quand on voit la solidarité intergénérationnelle, je parle ici Dauphine, donc avec beaucoup de jeunes qui ne marchent plus, et la solidarité sociale qui a des problèmes de financement sur toute la chaîne. Est-ce que vraiment, Laurent Berger, vous êtes vous aussi un dinosaure, ou bien au contraire, le vent est en poupe? Bon, bonjour à toutes et à tous. Désolé d'être obligé de partir un peu plus tôt. C'est une journée un peu particulière pour les syndicalistes parce qu'il y aura des résultats d'élections dans les toutes petites entreprises. Mais non, après, avec le constat que vous faites, Eric, si on n'est pas dans une forme de militantisme, d'ambition de transformer les choses, on retourne se coucher et on attend que ça se passe. Je ne vais pas vous dire que dans la période, ce n'est pas une tentation qu'on peut parfois avoir jour après jour, après les annonces des uns et des autres. Mais je crois qu'il faut prendre conscience dans la situation dans laquelle on est. Moi, d'abord, je pars d'un principe, c'est que ça dépend, tout ça dépend de ce que les hommes en feront, les hommes et les femmes en feront. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a pas des forces, je ne sais quoi, occultes, qui habiteraient je ne sais qui. Ce sont des choix à faire. Et ces choix, ils sont à faire dans un moment où le monde est en profonde transformation. Avec d'abord ces transformations sont d'abord porteurs d'immenses menaces qui sont perçues, l'obsolescence rapide des modèles d'affaires, des compétences, des métiers, une accélération des mutations professionnelles, mais aussi de la façon dont on vit, avec beaucoup d'incertitudes qui pèsent en fait sur les gens, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur travail, mais aussi sur une incapacité à discuter, à parler de ce que doit être le devenir collectif. Et donc, moi je crois qu'il faut d'abord montrer qu'il y a des opportunités et des façons de faire autrement. Les opportunités, pour le domaine qui me concerne davantage, c'est la capacité à montrer qu'on peut créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois, répondre à des besoins existants qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et puis, faut aussi s'appuyer sur des possibilités nouvelles qui nous sont offertes, notamment celles des possibilités de décupler, d'être en relation aux autres. Alors on peut l'être positivement en relation aux autres, pas forcément négativement. On doit l'être même, d'inventer de nouvelles façons de vivre ensemble et de nouvelles prospérités. Et moi je crois que la question fondamentale qui est posée finalement, et qui est posée notamment au monde mutualiste, c'est est-ce que nous sommes convaincus que le progrès est encore possible ou pas? Et si on regarde évidemment toutes les enquêtes dont je ne vais pas parler, montrent que les gens pensent que peut-être leur situation individuelle, ils sont plutôt confiants, mais la conscience d'un progrès collectif pour tous n'est pas du tout ancrée dans les pensées. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça qu'il faut regarder en face. Il y a d'abord un capitalisme qui a dérivé, on vient d'en avoir un très brillant exposé par M. Cantu, et qui a fait qu'il y a des questions de gagnants et de perdants quand même, de la mondialisation et des mutations qui sont en cours, et que je pense que collectivement, nous ne l'avons pas assez pris en compte. Et c'est la question de la désindustrialisation, évidemment du chômage, de la stratégie de la relégation de certains territoires, et tout ça a donné des ailes à une certaine forme de populisme qui gagne du terrain. Donc il y a une question de régulation, une incapacité à réguler la mondialisation, à protéger les individus face à des changements extrêmement profonds. Il y a aussi un décalage, je crois, entre le monde nouveau qui naît et les institutions qui sont, et les règles qui sont parfois anciennes, qui restent malgré tout nos références. Et il y a une forme d'incapacité, et je le dis devant les gens qui sans doute sont parmi les plus grands innovateurs sur un certain nombre de sujets, mais une forme d'incapacité à innover, à penser autrement, à se décaler un peu pour essayer d'inventer de nouvelles régulations, de nouvelles façons de travailler, de vivre, etc. Et donc ça ne correspond plus aux aspirations. On a le sentiment, et c'est vrai pour les jeunes, même si moi je ne mets pas la jeunesse, vous savez, la jeunesse est extrêmement hétérogène. En plus, tout le monde le sait ici, on est nombreux à savoir que c'est quelque chose d'assez éphémère. Mais en tout cas, on sent une aspiration à être à la fois sécurisé, mais aussi à avoir de la liberté,
à avoir de l'autonomie et en même temps à faire du participatif. Et tout ça se percute aussi. Et on le voit bien dans les relations dans l'entreprise. Hein. On est encore dans des visions très verticales, avec des gens qui pensent et des gens qui exécutent. Dans trop nombreuses entreprises, c'est encore le cas. On a encore un système de protection sociale qui est attaché, trop lié au statut et au poste occupé, et pas suffisamment aux individus, qui reconnaît que leur parcours professionnel peut être discontinu, qui ont envie, à des moments donnés, de concilier différentes activités potentiellement, de passer d'un statut à l'autre, etc. Et de cette inadéquation entre nos institutions au sens très large du terme et les aspirations et le monde nouveau qui vient, on sait que ce sont les jeunes qui sont à la fois le plus percutés et qui sont dans une forme d'attente. Et donc, ça veut dire qu'il faut que dans nos imaginaires collectifs, on soit capable de redonner une idée au progrès, qui soit liée non pas à l'accumulation de richesses matérielles, mais qui soit sur une nouvelle façon de vivre. Et c'est, je crois, cette tâche-là qui est désormais la nôtre, de montrer qu'il y a un modèle de développement qui soit basé davantage sur la qualité, un modèle de développement qui ne soit pas forcément toujours plus pour tout le monde, mais qui soit sans doute mieux pour tous. Et c'est pour ça que nous, on pousse beaucoup une vision sur la qualité des biens et des services, la qualité des emplois. Il y a des opportunités, je ne vais pas les citer ici, mais la transition écologique qui est absolument nécessaire, et on sait tous pourquoi, est une opportunité de repenser notre façon de vivre l'économie, notre façon de vivre les uns avec les autres, et de sortir d'une logique court-termiste qui finalement, que ce soit sur la finance ou sur un certain nombre de visions économiques ou d'entreprises, nous emmène dans le mur, on en est de plus en plus persuadé. Et donc la question qui est posée, c'est comment on réinvente. Comment on réinvente la démocratie au XXIe siècle, qui n'est pas simplement le moment du vote, mais qui est le moment où chacun, qui en continu la capacité à participer, à coopérer, à discuter ensemble, à faire émerger des conflits d'intérêts et à essayer de les résoudre par le compromis. C'est la question de la réinvention de la solidarité ou des solidarités, et en sortant des visions anciennes qui, on le voit, sont en train d'être de plus en plus méprisées par un certain nombre, et je ne veux pas faire parler de l'antithèse de M. Camdessus, mais on voit bien que toute solidarité, et c'est vrai ici en Europe et dans notre pays, sont parfois vécues comme des lourdeurs ou des obligations plutôt que comme une exigence positive d'une société. Et il faut réinventer aussi l'entreprise. Moi, j'en suis persuadé. Un des défis aujourd'hui, c'est de réinventer l'entreprise, la finalité de l'entreprise. C'est un sujet qui est un impensé total des politiques, je le dis. Il n'y a pas de vision de l'entreprise. Et je crois que vous portez une vision, vous, de l'entreprise qui peut faire écho, y compris à des entreprises qui sont sur des modèles plus capitalistiques. Et donc, le XXIe siècle doit aussi être celui de la démocratie dans l'entreprise. Et c'est la démocratie dans l'entreprise, ce n'est pas simplement la gouvernance de l'entreprise, c'est aussi la participation des salariés dans ces entreprises à travers le dialogue social et rendre le travail beaucoup plus visible qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le modèle coopératif et mutualiste est une des voies possibles. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais c'est une voie extrêmement importante. Il a le mérite d'ouvrir d'autres chemins, mais en même temps, je crois que ce qui nous manque, c'est aussi une capacité à un moment donné d'unir nos forces pour faire que cette vision un peu plus positive de la société demain soit du domaine du possible, pour qu'on ne soit pas dans la désespérance. Objectivement, pour finir là-dessus, oui, il y aurait des raisons de désespérer dans la période, il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi qui suis un éternel optimiste, je me sens parfois un peu à contre-courant de ce qui arrive en flux d'actualité et de situations, surtout vécues par les gens, mais repartons des gens, repartons de leur capacité à innover, à coopérer, de leur volonté de le faire, et arrêtons de nourrir une espèce d'impasse ou une espèce de réinvention, ce qui est pareil, de réinvention du modèle d'hier. Il n'y aura pas de retour en arrière, il y a juste une possibilité de faire autrement quand on essaye d'avancer vers un monde beaucoup plus solidaire. Merci Laurent Berger. Et le travail, est-il possible aussi de réinventer le travail, ou bien est-ce que c'est devenu trop difficile et finalement on sent la tentation à gauche? L'épanouissement humain passe ailleurs que dans le travail. Il faut le faire ailleurs et il faut se rémunérer pour
ailleurs que dans le travail. Enfin, vous voyez L'épanouissement. l'épanouissement humain. Oui, est-ce qu'il passe hors travail, mais désormais, ou dans le travail? L'épanouissement humain, il passe aussi en dehors du travail, heureusement. On n'est pas simplement seulement dans le travail qui est épanouissant. Mais nous, vous savez, on vient de faire une enquête de 159 questions qui a été remplie par plus de 200 000 travailleurs, qui montre clairement une chose, c'est que les gens sont attachés à leur travail, attachés au fait de travailler, de donner du sens au travail. C'est ce qui revient le plus en termes d'aspiration. Et en même temps, et donc, sont plutôt attachés au projet collectif qu'est l'entreprise dans lequel ils sont inscrits, comme salariés ou comme travailleurs, parce qu'il y a aussi des travailleurs indépendants, et en même temps demandent de la reconnaissance, du sens, du respect et surtout de la participation. Et donc, je crois qu'un travail, je pense que le travail reste central en termes d'émancipation individuelle, mais aussi d'émancipation collective. C'est une valeur forte que la CFDT porte, mais ça veut dire qu'il faut le penser beaucoup moins vertical et beaucoup plus horizontal, avec davantage de coopération, davantage de dialogue social aussi. Et ça, objectivement, y compris le modèle mutualiste, là-dessus, doit entendre ça, que même s'il y a une gouvernance plus démocratique, eh bien, ça n'empêche pas la nécessité d'un dialogue social avec ceux qui sont devenus malheureusement trop invisibles, ceux qui exercent le travail tous les jours. Merci Laurent Berger. Malheureusement, vous devez partir, je crois. Je vais demander à Gilles de répondre à la même question. Est-ce que les vents sont contraires ou les vents sont derrière? Merci Eric. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très content d'intervenir après Laurent Berger. D'abord parce que c'est Laurent Berger et parce que mes propos vont être un peu en écho de ce que lui-même vient de développer. Faut-il désespérer? En soi, il est désespérant de commencer un colloque en se posant cette question-là. Et Laurent vient de le dire, la tentation de répondre oui dans l'actualité à la fois internationale et nationale que nous connaissons est évidemment forte. Mais je voudrais essayer de faire une réponse un peu plus équilibrée. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de raison de désespérer, à la fois par tempérament. On demandait à Sioran quelle est votre principale activité, il disait « je déplore ». Mais la déploration est aussi une impuissance, donc on essaye les uns et les autres d'être davantage dans l'action. Mais au-delà de ça, y compris par lucidité, parce que si l'on essaye de sortir de la situation immédiate, mais d'avoir une vue plus longue, sans remonter nécessairement aux dinosaures, mais évidemment, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le Sapiens de Harari. Bon, tout le monde, c'est fascinant quand même, ça relativise beaucoup la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais même sur une échelle plus courte, si on regarde à l'échelle du siècle sur quelques grands indicateurs, il est quand même frappant de mesurer l'ampleur des progrès de l'humanité. Je ne donne juste que 2 ou 3 exemples qui m'ont frappé. L'extrême pauvreté, en l'espace d'un siècle, est passée de 80% de la population mondiale à un peu moins de 15%, alors même qu'on a quintuplé la population mondiale. L'illettrisme a connu à peu près le même chemin. La mortalité infantile, qui touchait le tiers des naissances à l'échelle de la planète il y a un siècle, on est aujourd'hui aux alentours de 5%. Donc c'est une vue, ou ce serait une vue trop courte que de céder à cette tentation du désespoir, et ce serait aussi une vue partielle, parce que s'il y a, j'y reviendrai, des difficultés, les mutations dont nous sommes les contemporains sont aussi porteuses de progrès absolument considérables. Donc, pas de désespoir, mais oui, de l'inquiétude, évidemment, de la vigilance, de l'exigence. Quand on regarde l'actualité, c'est un immense chaos auquel nous avons l'impression d'assister, une multiplication des dangers et surtout une multiplication de l'imprévisibilité. Avec des dangers immédiats, on a eu le sentiment que le monde bipolaire qui s'effaçait avec la chute du mur de Berlin pouvait laisser place à un monde multipolaire, et on constate que c'est un monde apolaire dans lequel aucun pays, aucun bloc, aucune institution ne régule. Danger immédiat, danger futur évidemment, avec le changement climatique qui porte
une menace pour l'humanité elle-même. Mais ma préoccupation majeure, ou en tout cas celle sur laquelle je voudrais insister, et c'est ce en quoi mes propos vont prolonger ceux de Laurent Berger, porte sur la démocratie. Sur le long terme, là encore, il y a évidemment une expansion de la démocratie. Mais sur une échelle plus courte, sur celle de la décennie, au niveau mondial, c'est une rétractation. The Economist a publié il y a quelques jours une étude dans laquelle il montrait que ce qu'il appelle les démocraties pleines ne concernent plus que 20 pays, alors qu'elles en concernaient 30 il y a 10 ans. C'est une rétractation très importante. Et une autre étude américaine publiée l'été dernier à partir de cette grande enquête internationale qui est le World Value Survey montrait que l'idée même de la démocratie était abîmée, était fragilisée. L'idée qu'un autre système pouvait s'y substituer progressait, et progressait notamment dans les jeunes générations. Donc il y a cette rétractation mondiale et il y a cette fragilisation en France, non seulement avec une insatisfaction très majoritaire sur la manière dont le système démocratique fonctionne, mais avec aussi de plus en plus prégnante l'idée qu'un gouvernement de techniciens pourrait se substituer à un gouvernement d'élus, et même l'idée qu'un autre système que la démocratie pourrait lui être préférable, qui progresse d'année en année. Dans la dernière enquête qui a été conduite par la Fondation Jean Jaurès sur ce sujet avec Ipsos et Le Monde, c'est 30% des Français, plus de la moitié des sympathisants du Front National qui répondent qu'un autre système pourrait se substituer à la démocratie. Donc, on est dans un moment dans lequel les évidences, ou ce que nous croyions être des évidences, ne le sont plus. Et comme l'a dit Laurent Berger, rappelez toujours que la démocratie, c'est pas seulement une procédure avec une élection, avec des élections, c'est d'abord une culture. Et c'est cette culture-là que nous devons collectivement défendre. Et je le dis aux jeunes qui sont là, je comprends que beaucoup d'entre eux aient peu d'appétit pour la politique telle qu'elle est aujourd'hui, mais que s'ils ne s'y intéressent pas, on est malheureusement dans un moment dans lequel la politique peut à nouveau s'intéresser à eux, non seulement dans leur vie de citoyen, mais y compris dans leur vie professionnelle, parce que l'évaluation du risque politique, la compréhension de la géopolitique est de plus en plus importante. Je termine d'un mot, pour rester dans les 7 minutes qui me sont imparties, en entendant les interventions précédentes, en rappelant cette parabole d'Al Gore qu'il utilisait pour le changement climatique. C'est l'histoire d'un vieil homme réputé pour sa sagesse et réputé pour avoir réponse à tout, qui voit arriver un jeune étudiant qui veut le piéger. Il attrape un oiseau, petit oiseau qu'il glisse entre ses mains, et il demande au vieil homme si cet oiseau est mort ou vivant. Le vieil homme réfléchit un instant et il voit le piège. S'il dit que l'oiseau est mort, le jeune homme ouvre les doigts et libère l'oiseau. S'il lui dit que l'oiseau est vivant, il serre les doigts et il le tue. Alors il réfléchit un instant et il lui dit « ça vaut pour le changement climatique et ça vaut aussi pour la démocratie. La réponse est entre tes mains. » Jolie histoire. Le premier homme du métier de mutualiste, parce que jusqu'ici on avait des observateurs extérieurs, Pascal Demurger, donc le directeur général de la Maïf, vous aussi les espoirs en étant essayant d'être un peu concret. Être concret dans les espoirs, oui, c'est une lourde tâche quand même que vous me demandez. On a parlé à plusieurs reprises là, depuis tout à l'heure de ces événements de 2016 qui sont quand même particulièrement emblématiques, et notamment évidemment l'élection de Donald Trump. Moi, je trouve que c'est intéressant d'y rester un tout petit instant parce que finalement, il y a évidemment dans ces événements-là, et on pourrait rajouter le Brexit, on pourrait en rajouter quelques-uns, il y a évidemment l'événement vu à travers les conséquences directes qu'il peut produire. Mais on ressent bien qu'au fond, si ça a été un tel choc,
pour nous, si c'est quelque chose d'aussi frappant, d'aussi marquant, c'est que l'événement est porteur en lui-même d'une signification qui dépasse son strict périmètre, j'allais dire. Et c'est d'une certaine manière, je crois, le symbole d'un rejet d'évidence, peut-être de la fin également d'un monde, du monde ancien tel qu'on l'a vécu, pour la majorité d'entre nous, tel que nous l'aurons vécu la plus grande partie de notre vie. Alors, rejet, fin d'un monde, du coup, évidemment, ça ouvre quand même un certain nombre d'inquiétudes. On n'est pas tout à fait à la météorite de Thierry tout à l'heure, il y a 65 millions d'années, mais malgré tout, on sent bien qu'on est à un moment charnière. Pourquoi ce rejet? On voit bien les raisons, à la fois parce que un certain nombre de personnes n'y trouvent plus leur compte, tout simplement. C'est le phénomène du petit blanc aux États-Unis qui vote Trump. J'ai été frappé ces dernières semaines par un graphique absolument incroyable qui montrait, depuis 30 ans, depuis l'avènement, le développement de la mondialisation, la répartition de la progression du pouvoir d'achat dans le monde. Et on se rend compte que le pouvoir d'achat augmente de manière extrêmement forte partout pour tout le monde, à l'exception des blancs des catégories moyennes ou inférieures des pays occidentaux et notamment aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a effectivement cette espèce de réponse d'une partie de la population qui n'y trouve plus son compte. Et puis malgré tout, la conviction aussi que les réponses articulées jusqu'à présent juste ne répondent pas aux défis qui sont les nôtres en réalité. Que ce soit les défis environnementaux, effectivement, on voit bien que nous sommes dans une incapacité collective à réduire l'impact que nous avons sur le climat, que ce soit les défis sociaux à l'intérieur de nos sociétés ou entre pays riches et pays pauvres, avec des inégalités qui se creusent, avec derrière forcément des impacts considérables, y compris d'ailleurs en termes de flux migratoires, ou que ce soit des défis plus nouveaux, avec cette menace de plus en plus clairement ressentie de la rupture digitale, de l'intelligence artificielle qui va demain potentiellement remplacer la plus grande partie de nos emplois. Alors face à ce monde qui est en train de se terminer, de basculer, évidemment une forte incertitude sur un nouveau monde qui s'ouvre, avec en tout cas aujourd'hui clairement, me semble-t-il, deux visions du nouveau monde qui est en train de s'ouvrir. La vision précisément de celle dont il faut bien admettre qu'elle est aujourd'hui majoritaire, de celle des électeurs de Donald Trump, c'est-à-dire une vision fondée sur le repli, la revendication relativement égoïste en fait, sur la base d'objectifs à la fois de court terme et d'objectifs très, très quantitatifs, avec une forme de repli sur soi et d'égoïsme complètement assumé, et je pense que ça s'appelle le cynisme en réalité, cette vision des choses, et puis fondamentalement reposant sur le rejet de l'autre. À l'inverse, je crois, on entendait Laurent Berger tout à l'heure le dire de manière assez forte, je crois qu'il existe à l'opposé de ce rejet et de ce repli une tentation très forte, alors qu'il est difficile de quantifier, mais pour une posture évidemment beaucoup plus responsable, avec une préoccupation du long terme, une préoccupation pas seulement de ses intérêts personnels, mais également une prise en compte, j'allais dire, à la fois des autres, mais de l'environnement aussi dans lequel on évolue, et autre chose qu'une simple aspiration à maximiser son revenu, ses profits ou sa consommation, mais une vision un petit peu plus globale. Alors, vous l'avez dit, je suis d'abord un homme d'entreprise, et donc, quelle peut être dans ce contexte-là, et en particulier s'agissant d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, quelle peut être la place de l'entreprise, le rôle de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise finalement
a une mission qui dépasse son strict contour, qui dépasse son compte de résultats et qui peut avoir effectivement un rôle sur des sujets aussi larges qui sont des sujets normalement politiques dans une vision telle que nous l'avions d'ailleurs de manière traditionnelle dans laquelle nous distinguions bien les choses entre la sphère du politique et la sphère de l'entrepreneuriat. Moi je crois que les attentes à l'égard de l'entreprise en tout cas sont croissantes et elles sont évidemment parallèles au déclin de la confiance dans les grandes institutions et dans la vie politique en général. Les gens se replient vers des choses qui sont plus proches de leur quotidien. Ça peut être la mairie, ça peut être la vie politique locale, mais c'est aussi l'entreprise à laquelle on assigne des objectifs, des responsabilités de plus en plus larges. Moi, je suis convaincu que dans ce contexte, en effet, l'entreprise a un rôle à jouer, un rôle pour elle-même et au-delà d'elle-même, en étant modélisante finalement d'une manière de fonctionner et d'une manière de se comporter. Je pense qu'elle a un rôle qui est véritablement sociétal. Ma conviction, c'est que, et c'est sans doute d'ailleurs une des particularités de l'économie sociale des entreprises, relevant de l'économie sociale et solidaire. Ma conviction, c'est que l'entreprise du XXIe siècle fera reposer son développement, et en tout cas un développement qu'on pourrait qualifier de durable, fera reposer son développement sur sa capacité à aligner ses intérêts propres avec celui de ses différentes parties prenantes, avec celui de ses clients, avec celui de ses salariés, avec celui de son environnement en général. Ça veut dire quoi concrètement ? Aligner les intérêts de l'entreprise et des clients, d'abord, ce n'est pas une pratique, contrairement à ce que l'on pourrait intuitivement penser. Je pense que ça n'est pas une pratique courante du tout. Moi, je dirige une entreprise du monde de l'assurance. Évidemment que la tentation première d'un assureur pas très préoccupé de cet alignement, c'est quoi concrètement ? C'est d'essayer éventuellement de vendre des contrats dont les clients n'ont pas besoin, ce qui est un double bénéfice. D'une part, ça fait du chiffre d'affaires et d'autre part, il n'y aura pas de sinistre derrière parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc c'est particulièrement rentable. Et puis c'est éventuellement de ne pas trop bien rembourser les sinistres quand ils surviennent pour évidemment maximiser sa marge. Ma conviction, c'est qu'au contraire, on peut, même quand on est assureur, on peut, je crois, aligner les intérêts de l'entreprise avec ceux du client, tout simplement en changeant un tout petit peu de perspective, en cessant de regarder le court terme, mais en regardant le long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un client satisfait, c'est évidemment un client fidèle. C'est un client qui prescrit dans son environnement. Et quand on connaît très concrètement le coût d'acquisition d'un nouveau client, on voit qu'en réalité, sur le long terme, il y a un alignement possible entre les intérêts des uns et des autres. Et ça change complètement la perspective, ça change complètement la manière d'exercer son métier. C'est vrai de l'assurance, je suis convaincu que c'est vrai d'à peu près tous les domaines économiques. Aligner les intérêts de l'entreprise avec les intérêts de ses salariés, ça fait écho à ce que disait Laurent Berger tout à l'heure, cette volonté, ce besoin, cette attente, notamment des nouvelles générations, d'une horizontalisation. L'entreprise est le seul lieu de verticalité dans une société qui s'horizontalise de plus en plus. On ne va pas pouvoir continuer durablement à assumer d'être les seules structures verticales et pyramidales dans une société complètement horizontale dans lesquelles les réseaux sociaux, le peer-to-peer, rendent effectivement les relations complètement fluides et horizontales. Et par ailleurs, et je le dis y compris de manière un peu empirique et expérimentale, par ailleurs, lorsque, en effet, dans l'entreprise, parce que la préoccupation de l'épanouissement, vous parliez tout à l'heure de l'épanouissement, Laurent Berger parlait de l'épanouissement, y compris dans le monde du travail, la considération de l'épanouissement des collaborateurs par l'entreprise, et finalement derrière, en effet, l'alignement entre les aspirations des collaborateurs et les intérêts stratégiques de l'entreprise. Quand on arrive à ça,
on libère en réalité une puissance qui est absolument extraordinaire. Lorsque les collaborateurs de l'entreprise servent les intérêts de celle-ci, servent sa stratégie, tout en étant totalement épanouis compte tenu de la manière dont on organise le travail et le niveau de délégation de responsabilité et les, comment dirais-je, la manière dont on manage l'entreprise, lorsque effectivement il y a ce sentiment que ses propres aspirations matchent complètement avec à la fois la stratégie de l'entreprise et sa culture interne, évidemment que chacun donne le maximum de lui-même et on dégage une puissance qui est absolument phénoménale. Et puis l'alignement des intérêts de l'entreprise avec son environnement, naturellement, d'abord la préoccupation du développement durable et de la préservation de l'environnement et de toute façon l'intérêt de long terme de l'entreprise comme il est l'intérêt de long terme de tout un chacun. Et puis par ailleurs, bien sûr que demain, une partie de plus en plus importante de la population et des clients chercheront à donner du sens à leur consommation et à s'adresser à des entreprises qui minimisent leur impact ou qui même ont un impact positif sur l'environnement. Moi, je crois au total, et je resterai là, je crois au total que si on recherche dans la manière de gouverner, de piloter, de diriger nos entreprises, si on recherche en permanence cet alignement, en réalité, ce que l'on peut créer derrière, c'est ce que j'appellerais une véritable entreprise aspirationnelle. C'est-à-dire une entreprise qui génère du sens, voire même, pourquoi pas, qui propose une forme d'aspiration et de rêve. Ça a à la fois pour ses clients qui donnent du sens à leur consommation, pour ses salariés qui s'épanouissent en son sein et qui finissent par être modélisantes pour le reste de la société. Donc je crois oui que les entreprises ont une responsabilité en elles-mêmes dans leur fonctionnement interne, mais qui dépassent largement leurs limites et leur périmètre, parce qu'elles peuvent être modélisantes pour l'ensemble de la société. Alors, l'entreprise qui génère du sens. Philippe Brassac, vous êtes à la fois une immense banque et vous êtes ici, donc dans le monde mutualiste. Donc, vous devez résoudre stratégiquement cette contradiction entre le capitalisme le plus rentable et le monde mutualiste. Alors, comment on fait ? Bien, d'abord, il faut que j'excuse d'être un animal étrange ici, puisque je suis ce qu'on appelle un patron du CAC 40. Crédit Agricole SA est une société anonyme d'action cotée, mais sous le contrôle majoritaire de banques coopératives et mutualistes. Et donc, je suis à ce point d'observation particulier qui me permet peut-être de, si possible, vous apporter un regard un peu particulier par rapport à sociétés anonymes d'action ou banques coopératives et mutualistes. Sur la question, au fond, le monde est si particulier et si menaçant qu'il faut soit espérer, soit désespérer. Moi, je livrerai simplement 3 messages de nature très différente. Si on regarde le monde de façon macroéconomique, si on regarde ce qu'on considère toujours comme un grand tailleur qui ne dépend pas de nous, franchement, il y a de quoi désespérer, je le dis comme je le ressens. J'en viens simplement à la question de la régulation financière sur les grandes banques. Et pardon, monsieur le gouverneur, c'est le seul point sur lequel je serai en désaccord avec vous. Le modèle coopératif mutualiste n'a absolument pas des vents favorables aujourd'hui. Il a tous les vents contraires. La régulation depuis 2008 est totalement centrée sur le modèle et la promotion de la société anonyme d'action, sur la société cotée, sur une gouvernance d'administrateurs indépendants, limite qu'ils soient indifférents d'ailleurs au sort de la société. Et pour prendre un exemple encore plus concret, sur le modèle de financement de l'économie à l'américaine, je suis toujours extraordinairement surpris que tout le monde ait gardé en tête que la crise de 2008, c'était caricatural, mais quand même, a été provoquée par les subprimes américains, c'est-à-dire des crédits immobiliers faits que sur la valeur du gage et mis sur le marché, titrisé. Et personne ne s'étonne qu'à ce jour, il n'y ait pas une seule début de réglementation anti-subprime. Pas le début. D'ailleurs, au moment où je prononce cette phrase-là, je pense que vous vous en étonnez vous-même. On parle de solvabilité, de liquidité, de ratio de levier, etc. Mais rien
qui disent si on peut, essayons de faire un peu moins de subprime dans le futur. C'est le contraire. Je prends que cet exemple-là. Dans la régulation internationale aujourd'hui, avec le comité de Bâle, la référence absolue pour apprécier un crédit immobilier, c'est le loan to value et non pas le loan to income qui, dans les banques françaises, est la tradition. Regardons si les revenus sont suffisants pour rembourser. Non. Dans cette mondialisation mécanique de la régulation commandée par le G20, le monde n'est plus polaire, mais il y a des dominants. Et donc la gravité va toujours vers le dominant. Le dominant, c'est la finance anglo-saxonne. Et donc, il y a un côté désespérant, je le dis comme je le pense, de voir au fond que les seules leçons tirées par la sphère de régulation post-crise 2008, c'est plus de marché, c'est moins de crédit, c'est plus de titrisation, et au fond, un modèle de société anonyme d'action dont l'apologie maximale est celle des administrateurs indépendants, et peu importe qu'on puisse se pointer du doigt, et c'est assez piquant, que la gouvernance de Lehman Brothers était faite de 11 administrateurs indépendants. Et au fond, quand vous êtes une banque coopérative mutualiste, vous devez aujourd'hui justifier que vous avez des administrateurs liés à l'entreprise parce que ce sont fondamentalement d'abord des clients et des sociétaires. Premier point. Donc, ce côté-là, je suis non pas désespéré au sens matérialiste du terme, mais au fond, c'est désespérant que ce raisonnement-là, d'ailleurs, que je tiens, sur lequel tout le monde est d'accord, tout le monde dit, mais vous avez raison, mais ce n'est pas moi qui suis responsable, ça se passe ailleurs. Voilà, je fais très très simple. Maintenant, j'en viens à un deuxième point de vue. Si la focale, on le met sur nous-mêmes, et qu'on se dit, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de microéconomie, de micro-comportement. Et je reprends les propos de Thierry Derez, qui disait, au fond, le grand danger, c'est notre paresse, parce que la paresse, ça amène à l'alignement. Je voudrais vous faire passer ce témoignage-là, bon, qui est très personnel, qui est mon expérience personnelle, et qui, au fond, focus sur c'est quoi une entreprise. Tout à l'heure, Laurent Berger disait qu'il faut réinventer les entreprises. Et d'une certaine façon, je suis assez d'accord avec cela. Vous prononcez le mot capitalisme, vous prononcez le mot libre-échange. Normalement, ça décrit une mécanique d'organisation. En fait, on voit bien qu'ils sont déjà connotés négativement pour plein de raisons. Et donc, je vous livre cette expérience-là pour vous dire que le jugement vient de nous d'abord, de la façon de faire. Quand j'étais directeur général d'une caisse régionale de Crédit Agricole, pour le coup, une banque totalement coopérative mutualiste, en plus sur la Côte d'Azur, c'est quelque chose qui me fait encore rêver aujourd'hui, je recevais tous les mois, j'allais les voir, les nouveaux embauchés. On en avait entre 10 et 15 par mois, puisque c'est une banque de 2000 et quelques collaborateurs. Et donc, en tant que directeur général, j'allais voir ce petit groupe de 10 à 15 nouveaux embauchés. Et j'arrivais avec cette question en disant, je suis le directeur général, donc je suis le responsable d'organiser le projet de l'entreprise. Et donc, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on met en haut, totalement en haut, en termes de finalité? Le terme a été utilisé tout à l'heure. Et donc, je vous pose cette question très ouverte, dans laquelle vous allez être sûrement très à l'aise, puisque vous n'avez aucun a priori. Pour vous, la finalité d'une entreprise, c'est quoi? Eh bien, je suis frappé que vous avez d'abord droit à 1 minute de silence. Un peu comme dans la salle, à l'instant, en disant, mais c'est quoi cette question théorique, conceptuelle? Bon. Et puis, comme les petits groupes ont toujours, sont gênés par le silence, il y en a un qui brise le silence. En général, c'est plutôt, et pardon, ça ne les caractérise pas, mais c'est plutôt un jeune qui sort d'une école de commerce et qui finit par avouer au nom de tous que c'est forcément faire du fric. Et en général, ils le disent comme ça. C'est pas faire des résultats bénéficiaires en norme IFRS, c'est bon, faire du fric. Très bien. Et alors, tout de suite, il y en a un qui se libère à côté et qui dit « Oui, mais bon, en respectant les clients. » Et c'est systématique. J'ai dû vivre ça en 15 années de direction générale, 15 fois multiplié par 12, c'est-à-dire chaque mois où je rencontrais les nouveaux embauchés. Alors, une fois que tout le monde avait admis que c'était faire du fric, mais en respectant le client, je leur dis « Non, mais attendez, moi je suis directeur général, donc il faut qu'elle me ordonne les choses. Je vous demande la finalité, après on verra les moyens, les organisations, la finalité. » Et alors là, comment dire, par au fond fatalisme, tout le monde dit bon, ben alors c'est faire du fric. Bon, alors j'ai dit écoutez, on va pas se fâcher à ce niveau-là, surtout qu'on se connaît depuis peu de temps, et donc je vous laisse une deuxième chance. Prenons quelque chose de plus extérieur. Je prends Airbus. Je prenais toujours Airbus, et c'est une publicité gratuite que je fais pour cette grande compagnie. Et maintenant, je reformule la question. Est-ce que la finalité d'Airbus est de faire des avions ou du fric? Et là,
alors là, le silence est encore plus long et tout le monde renonce à la règle du jeu en disant écoutez, votre question est stupide, c'est les deux. Ok, c'est les deux, mais moi je suis patron, je dois ordonner les choses. C'est beaucoup de fric et un peu d'avions, ou c'est beaucoup d'avions avec un peu de fric, c'est la somme des deux divisée par deux, dites-moi. Et là, vous perdez toute la salle. Voilà. Et il faut un long moment, finalement. Il faut un long moment pour leur rappeler ce qui est normalement le capitalisme ou l'acte entrepreneurial. C'est-à-dire fabriquer de l'utilité, pour Airbus faire des avions qui sont sûrs, qui volent haut, qui sont rapides, qui polluent le moins possible, et en tirer du profit. Légitime et nécessaire. Légitime et nécessaire, et reprendre ce cercle vertueux entre fabriquer finalement de l'utilité et en être rémunéré. Il va de soi que quand vous avez décrit ça, vous redécrivez des entrepreneurs. Quand vous êtes que sur le fric, vous décrivez des gestionnaires. Mais il n'y a pas à réinventer quoi que ce soit. C'est le message que je voulais passer en second point, si ce n'est le fait que ça ne dépend que de nous. Il n'y a pas de fatalité à ce que dans le monde du libre-échange, du capitalisme, vous soyez centré que sur l'optimisation du fric, quitte à oublier l'utilité de l'entreprise, et en général elle périclite, ou bien de passer régulièrement par la fonction d'utilité. Et au passage, quand même, parce que je ne suis quand même pas trop cruel avec les nouveaux embauchés, je disais, je vous livre quand même la réponse qui n'est pas la mienne, c'est dans le Larousse. La finalité d'une entreprise, c'est d'entreprendre. Et si vous allez voir le verbe entreprendre, c'est écrit, faites l'expérience, c'est participer par le processus d'innovation au progrès matériel de la société. Et évidemment, ça mérite et ça nécessite du fric pour boucler sur tout ça. Alors, j'en viens à mon troisième message, parce que le deuxième, du coup, c'est bien le fait que c'est notre regard individuel qui fait que l'entreprise, vous en faites quelque chose d'utile et de nécessairement rentable, ou de quelque chose et qui a oublié sa fonction d'utilité. Ça ne marche pas sur le long terme, mais sur le court terme, ça peut finalement, on peut hésiter. Et mon troisième message, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que, du coup, je pense vraiment que le modèle coopératif et mutualiste est un modèle plus adéquat que d'autres, pour ne pas oublier ça, mais qui n'est ni nécessaire ni suffisant. Et pour cela, parce que je ne voudrais pas que dans les messages du modèle coopératif mutualiste, il y ait l'idée que toute société anonyme d'action, au fond, se fout de son environnement, se fout de son utilité, se fout de la relation longue. En réalité, il faut, et c'est le dernier apport que je souhaite faire ce matin, il faut rationaliser ceci et être très objectif. Oublions les valeurs un peu théoriques qu'on invoque souvent à la tribune et regardons les choses. Si vous êtes une banque société anonyme d'action, vous êtes une banque mécaniquement dans les mains, dans la propriété d'actionnaires. Voilà, ce n'est pas une insulte, c'est un fait juridique. Qu'est-ce que souhaite l'actionnaire? Il faut d'abord se rappeler qu'il n'est pas forcément client. Vous pouvez être actionnaire de tel distributeur et être client chez un autre. Si vous devez demander à l'actionnaire qu'est-ce qu'il souhaite, il demande un retour financier parce qu'il a engagé son argent. Et si vous lui demandez en plus à quelle échéance, il va vous dire le plus vite possible parce qu'il n'a aucune raison de dire j'ai le temps, dans 5 ans, 10 ans, quand vous voulez. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une société anonyme d'action est mécaniquement, ce n'est pas une question de valeur, obligée normalement, pour respecter ses actionnaires, de conduire des politiques qui concentrent les moyens, les ressources, les investissements sur le plus rentable de la période. C'est une politique de concentration vers le plus rentable de la période. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Quand vous êtes une banque coopérative et mutualiste, vous avez au board, pour prendre le terme anglo-saxon, les représentants de vos clients et de vos sociétaires. Et un sociétaire, c'est quoi? C'est un client. Est-ce qu'il a un intérêt financier à l'entreprise? Non. Si vous lui demandez qu'est-ce que vous attendez, ben, il vous dit la prestation. Voilà, des distributeurs de billets partout, les opérations les plus efficaces possibles, les taux d'intérêt les moins chers pour les crédits, les plus élevés pour l'épargne. Bon. Et si vous rajoutez, mais pour quand? Il vous répond tout le temps. Pas à long terme ou à moyen terme ou à court terme, tout le temps. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes du coup dirigeant d'une gouvernance de clients de sociétaires, normalement, vous avez un driver qui est celui d'une utilité plutôt universelle. Ce n'est pas le hasard si la plupart des banques coopératives et mutualistes en France sont beaucoup, beaucoup plus grosses que les sociétés anonymes d'action, pourtant très performantes, qui peuvent exister. Parce que les clients qui sont représentés au board sont plutôt à vous faire décider d'être présents partout, centre-ville comme périphérie, en rural comme au fond dans les lieux urbanisés.
vous amène à faire tout type d'opérations, du distributeur de billets jusqu'aux augmentations de capital des entreprises, et être ouvert à tous, des plus fortunés aux plus modestes, pas parce qu'au départ on a plus de valeur que d'autres, mais parce que le type de gouvernance nous amène naturellement à cela. Et ma conclusion, et pardon, j'ai sans doute été trop long dans cette intervention, c'est que la gouvernance des sociétés coopératives mutualistes nous permet plus qu'ailleurs, au fond, d'avoir des politiques totalement centrées sur l'utilité, sous la même contrainte que les autres, c'est de dégager la rentabilité, mais du coup, avec une approche qui est réellement celle d'une utilité qui soit plutôt universelle, qui soit plutôt globale, qui soit plutôt durable, et qui inspire, du coup, les valeurs mutualistes et coopératives qui sont liées à ces modèles-là. Et simplement, ma conclusion, c'est une alerte à nous-mêmes, c'est que ce n'est pas le statut, pour autant, qui crée mécaniquement cela. Nous pourrions avoir, je ne dis pas que c'est le cas, mais quand même sur le papier c'est possible, des banques coopératives mutualistes qui se comportent exactement comme des sociétés anonymes d'action. Et nous pouvons quand même avoir des sociétés anonymes d'action qui, sans être aussi ouvertes en termes d'utilité que les banques coopératives, au fond, n'oublient pas leur rapport à l'environnement, au fait qu'elles doivent être durables. Et donc, pour plagier la conclusion que vous aviez faite, tout à l'heure, la réponse était entre les mains de l'individu. Là, pour le coup, la réponse est totalement entre nos mains. Bon, on va y revenir dans la discussion sur l'actionnariat sociétaire, mais revenons encore sur un cas très concret, puisqu'on parlait des dinosaures, parlons de ce qu'ils mangent, parlons de l'agriculture, et donc voilà, une activité humaine bien vieille. Est-ce qu'elle peut être une société? Est-ce que le mutualisme, est-ce que l'esprit coopératif peut avoir un futur dans un secteur aussi ancien? Bon, nourrir la planète, c'est vraiment l'enjeu de l'agriculture aujourd'hui. Et c'est vrai que je rebondis sur la démarche, enfin sur le discours, sur le fait que l'argent, ça peut être un peu tabou en France et dans le monde mutualiste. C'est-à-dire que le profit d'une entreprise aujourd'hui est nécessaire pour financer une croissance. Et dans nos activités coopératives agricoles, il est important de cultiver effectivement nos idées autour de la RSE, du développement durable. Et je rappelle que le développement durable s'appuie sur 3 P, Profit, People, Planète. Donc bien sûr, nous sommes engagés dans l'environnement, bien sûr, nous sommes dans le sociétal. Mais le premier P, Profit, est important parce que si nous n'avons pas les moyens de promouvoir nos idées, on va disparaître, comme les dinosaures. Et donc, nous sommes dans une compétition aujourd'hui mondiale dans l'agriculture et qui est très violente. Très violente, on le voit dans les céréales, les batailles sur les prix, batailles sur la production. Et c'est pas parce que nous sommes coopératifs que nous sommes protégés de cette compétition mondiale. Bien au contraire, nous devons nous muscler, nous renforcer pour être compétitifs et que l'agriculture française soit compétitive comparée aux agricultures concurrentes américaines ou brésiliennes. Et le monde coopératif au niveau agricole doit prendre en compte cette dimension mondiale et la taille critique nécessaire pour être compétitif. Et donc là, on se retrouve confronté à des titans dans l'agribusiness privé avec des financements très importants. Comment effectivement résister à cette compétition mondiale et à ces grands groupes multinationaux qui sont face à nous pour défendre nos valeurs et notre économie. Pour moi, il y a un enjeu qui est vraiment important, c'est de travailler mieux ensemble dans le monde coopératif. En France, et InVivo est une union nationale, donc renforcer la dimension d'union nationale. Et c'est une bataille tous les jours. Hein. Fédérer des coopératives, même en France, c'est une bataille tous les jours. Et il faut garder le cap, il faut avoir une vision. Et à partir de là, il faut aussi ouvrir notre démarche, notre réflexion à d'autres coopératives qui ne sont pas forcément que françaises. Et donc, nous devons travailler sur une dimension d'alliance internationale des coopératives, de confédération, d'alliance, de mettre en commun nos moyens, parce qu'ensemble, nous serons plus forts. Dans l'agriculture, nous sommes tournés dans cette direction-là et nous souhaitons travailler de plus en plus, en tout cas, avec des coopératives présentes dans le monde entier. Nous avons régulièrement, vous le savez, à Québec,
des réunions, ce qu'on appelle le Davos du monde coopératif, où quelque part nous échangeons sur des alliances possibles pour être plus forts ensemble. Et pour parler un peu d'Invivo, nous sommes vraiment aujourd'hui dans cette démarche de créer cette union internationale du monde coopératif. Nous avons créé une GIE, une confédération aujourd'hui, avec les coopératives argentines, brésiliennes, japonaises, de manière à avoir une vision globale du monde des céréales aujourd'hui, qui est un monde très challenging, pour avoir pratiquement ensemble l'équivalent de la taille d'un grand groupe privé qui s'appelle Dreyfus ou qui s'appelle Cargill, etc. Sans pour autant mettre des moyens capitalistiques. Travailler ensemble sur une union de moyens pour fédérer et pour être plus compétitifs. Et pour ce faire, on a vraiment besoin d'avoir une vision de long terme. Dans ce monde d'aujourd'hui qui est vraiment sur le court terme, je pense qu'on peut vraiment travailler sur le long terme et expliquer que nous serons plus forts ensemble. Donc il faut avoir un cap, il faut avoir une dimension internationale, il faut avoir une ouverture internationale, il faut tendre la main à des coopératives qui sont très recentrées sur leur pays, quelque part, aujourd'hui. Quand vous rencontrez, par exemple, Zeno, un grand groupe japonais, il est recentré énormément sur le Japon. Donc comment tendre la main, comment travailler mieux ensemble pour apporter cette culture internationale et faire face justement au défi mondial qui est de nourrir la planète, il faut le dire, 9 milliards d'habitants en 2050, et nous devons, en tout cas le monde coopératif, participer pleinement à cet objectif-là et de ne pas laisser la place forcément à des entités plutôt financières qui auront peut-être une autre vision du monde. Donc aujourd'hui, premier élément, une vision, une dimension internationale. Deuxième élément, l'innovation, les nouvelles technologies, comment nous mobiliser sur ce terrain de jeu-là, comment avancer dans cette direction-là, comment mettre des moyens en commun pour être plus compétitif et promouvoir ces nouvelles technologies. C'est aussi un enjeu important, collaboratif. Et je crois qu'aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes qui sont dans la salle, l'idée des startups autour de l'innovation doit vraiment entrer dans l'univers coopératif. L'esprit intrapreneurial, ça a été dit, doit aussi maintenant faire partie des gènes du monde coopératif pour justement être plus attractif et ouvert vers le monde et ouvert vers les nouvelles générations. Nous devons moderniser notre mode de gouvernance, nous devons nous adapter et être attractifs pour justement avoir les meilleurs talents qui rentrent dans nos entreprises pour faire bouger les lignes et nous adapter au monde de demain. Nous ne devons pas rester recentrés sur l'ADN du passé, nous devons prendre en compte nos valeurs du passé. L'ADN est important, mais le faire évoluer, le moderniser et être attractif. Il ne faut pas qu'on ait l'image, souvent, d'un monde figé, recentré autour de nous, dans des salles de réunion comme aujourd'hui, pour défendre des valeurs qui pourraient être dépassées demain. Comment, ensemble, on ouvre nos fenêtres, on ouvre nos portes pour justement faire entrer de l'air frais, quelque part, tout en essayant de défendre nos valeurs, en étant convaincus que nos valeurs de long terme sont des valeurs qui donnent du sens au travail, du sens à l'emploi. On peut se réaliser dans une entreprise en travaillant, en apportant son savoir-faire. Bien sûr, l'argent, tous les jours, est important pour vivre, mais le moteur de notre projet, le moteur d'un salarié, c'est de participer à la construction d'un monde meilleur. Et donc, à partir de là, il est important que finalement, on soit plus ouvert, on se fasse connaître. Nous ne sommes pas assez connus aujourd'hui. Nous avons besoin de faire connaître notre modèle économique, de montrer qu'il est profondément moderne et qu'à partir de là, on peut effectivement se projeter sur le long terme et construire un modèle économique rentable, compétitif, attractif, à valeur ajoutée. Être ouvert au monde, c'est aussi être ouvert à des modes de financement. On va parler d'hybridation quelque part dans nos modèles, pour attirer cet argent disponible aujourd'hui dans le monde. Beaucoup d'argent est disponible. Comment nous, avec nos modèles coopératifs, on peut attirer ce flux d'argent, des liquidités disponibles pour moderniser l'agriculture? Ça, c'est un sujet. Et aujourd'hui, les grands investisseurs, les grands fonds, je parle sous le contrôle de Philippe Brassac, qui connaît mieux ce sujet que moi,
Les grands fonds aujourd'hui sont en attente de projets de long terme, structurants, plus qu'on l'imagine. Est-ce que nous, au niveau du monde agricole ou du monde mutualiste, on est capable d'ouvrir la porte et de discuter sur des modèles de financement nouveaux pour réformer, moderniser l'agriculture et la rendre plus compétitive? Ça, c'est un enjeu. Il ne faut pas que la culture, l'ADN historique du monde mutualiste, soit un frein. Il faut justement, bien sûr, défendre nos valeurs, mais discuter, être convaincu que nous avons les moyens de pouvoir argumenter, de gérer certains rapports de force. Nous avons des arguments, mais nous avons en face besoin en face de financement pour accompagner notre modernisation au niveau du monde agricole, en tout cas en France. Voilà. Donc ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'il faut rester ouvert, il faut être fort, bien évidemment, sur notre histoire, il faut défendre nos valeurs, mais en même temps, il faut ouvrir les portes pour aller vers un monde peut-être plus complexe, plus hybride, quelque part, mais qui nous rendra meilleurs demain. Merci beaucoup. Alors tout ça, ça donne quand même pas mal de solutions, hein. L'entreprise qui génère du sens, l'actionnariat plutôt sociétaire, l'esprit entrepreneurial au sein même des coopératives, et puis cette grande alliance des coopératives, il faut absolument créer, enfin je parle sous le contrôle de Michel Cantu, le Fonds international des coopératives, le FCI, dont vous seriez le premier président, bien sûr, hein, pas en compétition avec votre ancien poste, mais enfin ce serait pas mal. On pourrait le mettre, surtout pas à Washington, mais peut-être, je sais pas, à Delhi, par exemple, ce serait bien. Voilà, je vous trouve du travail, Michel. Alors, j'en viens, je vous avais gardé pour la fin, Pervenche Berès, parce que quand même, l'Europe, c'était la solution à tout. Le modèle européen, c'était la solidarité. Il devait peu à peu influencer le monde entier et peu à peu, tout le monde devait considérer que le mutualisme à l'européenne était un modèle du futur. Nous devions en faire la démonstration nous-mêmes, entre nous, entre les différents pays. Et puis, patatras. Il y a quand même une grande déception sur cette Europe. Et aujourd'hui, la voilà même assiégée par Trump, qui la déteste, par Poutine, qui l'agresse, et par Xi, dont tu dois penser que c'est une sorte d'alliance des nains. Et puis par ailleurs, y compris en interne, je reprends le propos de Philippe Brassac sur le modèle anglo-saxon, quand même, de capitalisme anglo-saxon qui s'impose, qui est là dans les règles à Bruxelles, et qui donc va à l'envers de l'endroit où on voudrait aller. Alors, sur tout ça, quel est aujourd'hui votre optimisme sur l'Europe et optimisme sur l'idée de solidarité européenne? Merci. Merci, en m'excusant de ma voix. Vous m'invitez à l'optimisme, ça me rassure, puisque je suis invité à une table ronde qui s'appelle « Faut-il désespérer ?» Comme je pense que personne dans cette salle n'a envie de se suicider, je n'avais pas envie de répondre oui à votre question. Et donc, merci de cette invitation à l'optimisme. Comme responsable politique, je crois que personne ne peut s'engager à exercer un mandat si c'est pour imaginer un jour de renoncer. Et donc, moi, je reste... vous m'y avez invité, je relève le défi absolument dans une approche combative et parfois, s'il le faut, de rentrer en résistance. Mais ce qu'on n'a pas tellement dit, finalement, encore autour de cette table, c'est que nous sommes aussi dans un monde qui bouge, qui parfois donne l'impression de nous échapper, mais qui est aussi traversé d'incertitudes incroyables. Il y a un an, tous les éditorialistes du matin et du soir nous racontaient que les Français étaient totalement désespérés parce qu'il y avait un scénario qu'ils ne voulaient absolument pas voir se produire, c'était d'avoir à choisir lors de la prochaine élection présidentielle entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et ce désespoir s'est transformé en espoir, puisque cette conjoncture n'est pas au rendez-vous.
Et qui aurait pu imaginer, il y a un an, que le premier ministre de la Ve République qui porte le titre de ministre de l'économie sociale et solidaire soit le candidat du Parti socialiste aux élections présidentielles. Donc vous le voyez, penser que tout est écrit me semble faire preuve d'un déterminisme auquel je n'appartiens pas. Je voudrais plus sérieusement d'abord faire un petit détour par une anecdote. Gilles Finkelstein a fini avec l'oiseau. Je voudrais commencer avec le tapis roulant et puis ensuite vous proposer 3 angles de vision. L'histoire du tapis roulant, elle est la suivante. La RATP a fait étudier les conditions d'optimisation des tapis roulants. Et il s'avère que lorsque nous voulons doubler sur la gauche pour aller plus vite, eh bien nous le ralentissons tout le monde. C'est bien une invitation à l'efficacité dans la solidarité. C'est en tout cas une image que je m'approprie et qui me semble corroborée par beaucoup d'autres études. Il ne faut pas doubler par la droite non plus. Ah, ça, je vous laisse responsable de votre option. Moi, je vous rends compte de l'étude du tapis roulant. Non, plus sérieusement, les 3 focales que je voudrais livrer au débat ici, ce matin. Le premier, c'est qu'on dit l'Europe est morte, l'Europe va mal, elle n'est capable de faire face à rien. Mais très franchement, dans l'échelle des crises, dans l'échelle des ça va mal, qu'est-ce qui va le plus mal? D'où est venue la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Elle est née en 2007. Je passe sous silence la chute du mur Patacoufin. Mais ce dont on parle ici, cet univers dans lequel le monde mutualiste a l'impression qu'il n'arrive pas toujours à être entendu à l'échelle où il devrait être entendu, c'est un modèle capitaliste dont les grands craquements sont 2007-2008. Et à ma connaissance, ce modèle capitaliste qui craque en 2007-2008, ça n'est pas le modèle européen. C'est un modèle d'un capitalisme ultra-financier américain dont nous avons subi l'influence, dont nous nous sommes laissés imprégner. Mais penser que cette crise d'un certain capitalisme tue le modèle européen, c'est être masochiste. Et plus de entre une dizaine d'années plus tard, la sanction est venue. Elle est venue avec le Brexit et elle est venue d'une certaine manière avec l'élection de Donald Trump. On ne le dit pas assez, mais regardez la carte électorale du Brexit. Le Brexit, le vote du Brexit, c'est ceux qui n'ont plus cru à ce que racontait la presse de Murdoch, qui racontait que ce capitalisme allait, comme une fine pluie, répandre ses profits dans une redistribution heureuse, qui a vendu un libre-échange sans régulation comme étant la voie radieuse. Le Brexit, c'est la censure, c'est l'impasse britannique d'un capitalisme débridé qui n'a pas su redistribuer. Et moi, dans mon optimisme indécrottable, je veux voir dans le Brexit une opportunité pour nous. Si nous savons évidemment ne pas céder aux voies du populisme, de la xénophobie, de tous ces relents, mais qui ont toujours menacé l'Europe, qui sont quelque chose dans le rocher de Sisyphe de toujours présent. Et d'une certaine manière, je pense que lorsqu'on regarde l'échéance électorale l'année prochaine, rien n'est écrit. Pas l'année prochaine, cette année. Rien n'est écrit. La victoire de Marine Le Pen, de Madame Le Pen, c'est l'oiseau qu'on a entre les mains. Hein. C'est à nous de l'empêcher. Lorsque je regarde la candidature de Martin Schulz en Allemagne, ben je vois que c'est la première fois qu'on dit que Madame Merkel pourrait être défaite par un candidat du SPD. Donc, comme militante politique, je n'accepte pas l'idée que le Brexit est la première pierre de défaisance de l'Europe. Je pense que c'est l'oiseau que nous avons entre les mains pour faire du Brexit une chance, de la clarification
Et la clarification, elle doit se faire autour, appelons-le comme on veut, d'un certain modèle rénant, d'un certain équilibre entre liberté individuelle, liberté collective et solidarité. Le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est la façon dont nous avons géré la crise financière. Parce que je crois que nous avons manqué d'intelligence collective. Les marchés financiers ont été très bousculés par la crise. Ils se sont précipités eux-mêmes pour se sauver. Et ce sont les acteurs de la crise qui ont été aux premières lignes, sans aucun débat public, pour apporter les solutions. C'est à Bâle qu'on a imaginé les solutions à la crise financière. Mais on n'a pas reposé la question que vous aviez envie de poser, qui est à quoi ça sert de sauver des banques? On sauve des banques pour sauver des banques? Ou est-ce qu'on sauve des banques pour accompagner le projet collectif qui est devant nous, qui est celui de la transition écologique, qui est celui de l'emploi décent? Ces questions n'ont jamais été posées. Elles sont maintenant un tout petit peu sur la table avec les résultats de la COP21 et la montée en puissance d'un débat, par exemple, sur la question de la taxe carbone. Car je crois que le meilleur régulateur des marchés financiers pour demain, c'est la montée en puissance d'une taxe carbone. Mais je n'attends pas des marchés financiers, des régulateurs, des superviseurs, des banquiers eux-mêmes, qu'ils posent cette question de la taxe carbone comme étant la question centrale. Or, pour le monde mutualiste que vous êtes, pour le monde coopératif, évidemment, votre capacité, non pas à défendre votre modèle de manière identitaire, bien sûr vous devez le faire, mais moi je vous invite plutôt à contribuer par votre capacité, dans l'utilisation de votre modèle d'entreprise, dans votre modèle de financement, à faire la démonstration de votre contribution à ce modèle de société pour lequel il y a une si grande aspiration, notamment chez les jeunes. Ce n'est pas dans la revendication identitaire que vous gagnerez le mieux la bataille, me semble-t-il, mais c'est dans la démonstration sur le terrain, jour après jour, dans le financement concret, innovant de ce nouveau modèle qui est là, qui est tous les jeunes ne sont pas dans ce modèle-là, mais ceux dans lesquels nous devons mettre notre investissement au sens financier et intellectuel du terme, ceux qui peuvent emmener nos sociétés vers un futur meilleur, sont ceux pour lesquels vous devez dédier votre attention. Et le dernier point que je veux aborder, c'est celui du numérique. Car je crois que pour vous avoir accompagné maintenant depuis de si longues années, et je l'ai fait moi aussi à ma manière, dans cette revendication identitaire du statut des mutuelles, des coopératives, etc. C'est très important, mais ça n'est pas la bataille première. La bataille première, c'est aussi celui de l'adaptation. Et la question du numérique, elle heurte tous les métiers, y compris celui de la banque et du modèle coopératif ou du modèle de l'économie en général. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a des chantiers immenses qui s'ouvrent à vous, parce que entre une plateforme Uber et une plateforme Blablacar, on n'est pas dans les mêmes modèles. Et qu'il y a donc bien pour vous une voie d'entrée dans ce monde de l'économie numérique qui est celle dans laquelle vous devez être à l'avant-garde des propositions pour demain. Enfin, je veux conclure très concrètement en vous apportant des résultats et en vous disant que à l'échelle européenne, cette bataille, nous la menons tous les jours et que très concrètement, dans un des dossiers qui est aujourd'hui sur la table, qui intéresse une partie du secteur coopératif et de l'économie sociale et solidaire, nous venons de remporter une bataille absolument formidable dans ce qu'on appelle le paquet de l'économie circulaire, qui est un paquet où toutes les entreprises du CAC 40 de la récupération du déchet voulaient faire main basse sur ce qui fait la matière première de l'économie sociale et solidaire, en tout cas d'un grand secteur de cette économie. Eh bien, nous avons fait inscrire dans ce qui sera la position du Parlement européen les principes de l'économie sociale et solidaire et les principes de préservation
d'une partie de cette matière première pour que l'économie sociale et solidaire puisse continuer à recycler des déchets ou des biens qui contribuent à ce que cette économie sociale et solidaire prenne toute sa part dans l'économie circulaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pervenche. Il y a beaucoup de choses dans tout ce qui a été dit là, dans ce que vous venez de dire en particulier. Notamment, c'est au monde mutualiste de faire la démonstration concrète de son succès, du fait que c'est un modèle meilleur, entre guillemets. C'est vrai, ce serait voilà, c'est le premier message. Gilles, vous vouliez répondre ou... Je voulais repartir de la formule que Pascal a utilisée tout à l'heure du petit blanc, c'est-à-dire de ces milieux populaires, employés, ouvriers, qui non seulement ont voté Trump, ont voté pour le Brexit, votent pour Marine Le Pen ici et votent pour les courants populistes un peu partout en Europe. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce qui se passe, et je le dis pas seulement en tant qu'intellectuel ou que social-démocrate, mais je pense que c'est un sujet très profond pour nos démocraties. Je me souviens d'un petit déjeuner que la Fondation Jean Jaurès a organisé il y a quelques mois au lendemain du Brexit avec Tony Blair. On était intéressé d'avoir la lecture qu'il donnait de ce qui s'était passé et de ce qui pouvait se passer. Et à un moment, Tony Blair nous a dit qu'il avait beaucoup de flair en politique, mais qu'il doit reconnaître qu'il y a 3 événements consécutifs sur lesquels il s'était trompé. La victoire de Corbyn au Parti travailliste, le Brexit au référendum, et la victoire de Trump, à l'époque, c'était dans les primaires républicaines. Et Daniel Cohen, qui animait ce petit déjeuner avec moi, lui a dit « Mais Tony, en réalité, vous n'avez fait qu'une erreur. Mais c'était 3 fois la même. » Et je crois que c'est très profond, c'est 3 fois la même, ce sont ces petits blancs, en tout cas ces milieux populaires. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis maintenant plus de 10 ans, avec des entretiens individuels réguliers très approfondis. Et il y a, je rejoins ce que disait Pervenche à l'instant, un sentiment de dépossession par rapport au monde tel qu'il va, qui est, je crois, profondément à l'origine de ce qui se passe. Alors ça pose pour nous la question de la manière dont on aborde les inégalités, c'est Pascal qui l'a évoqué, et je crois, en ce qui nous concerne, de passer d'une approche qui ne concernait que la redistribution à une approche qui concerne davantage l'égalité des chances, comment on fait pour doter les individus d'une capacité à évoluer dans le monde dans lequel on est. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a une autre dimension qui, je crois, est plus collective. Et j'ai été frappé de voir que aussi bien Pascal que Thierry Blandinière ont évoqué la question de notre rapport au temps. Et c'est une des mutations les plus considérables que nous vivons, c'est la mutation de notre rapport au temps, qui touche à la fois notre vie personnelle, notre vie professionnelle, la vie publique. J'avais appelé ça la dictature de l'urgence. On vit une époque dans laquelle le temps est accéléré, c'est le culte de la vitesse, dans laquelle le temps est compacté, il perd de sa profondeur, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a un culte du présent et même un culte de l'instant. Et on vit une période dont le temps est saturé. C'est le culte de l'action. Faire plusieurs choses à la fois est devenu de plus en plus naturel, non seulement pour les jeunes générations, mais y compris pour chacun d'entre nous. Et la question de savoir comment on résiste à cette dictature de l'urgence, comment on réinscrit l'action de nos sociétés, l'action de nos entreprises dans un temps plus long, je crois, est une question absolument centrale. Donc elle se pose au monde mutualiste, mais pas seulement, parce que le monde mutualiste, il évolue dans le monde global. Et donc la question qui a été posée par Philippe Brassac de la composition des boards des grandes entreprises, y compris de celles du CAC, la question de savoir, au fond, à qui appartient l'entreprise, qui est une réflexion qui est maintenant engagée, y compris par l'Institut de l'entreprise, par exemple, avec Antoine Frérot. Je crois que nous devons nous saisir de cette question-là et voir les conséquences, y compris les conséquences concrètes
que l'on peut en tirer sur la composition des conseils d'administration. Il y a un premier pas, deux premiers pas même, qui ont été faits au cours de ce mandat, savoir quelles sont les parties prenantes, comment elles peuvent être représentées, et est-ce que ça peut modifier le rapport au temps de nos entreprises. Donc l'heure n'est pas au désespoir, elle est à l'engagement. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oh, ajouter sûrement pas, mais peut-être proposer une chose. Effectivement, moi j'aime beaucoup ce que vous dites, Gilles, sur le rapport au temps. Ça me paraît être un point complètement essentiel. Et je crois que c'est à la fois complètement nécessaire et complètement possible de changer ce rapport au temps, et on est relativement bien placé pour ça. Complètement nécessaire, je l'ai dit, je crois que c'est uniquement en changeant la perspective temporelle et en ayant plutôt une vision de long terme que de court terme qu'on arrive à réconcilier des contraires, qu'on arrive à réconcilier des oppositions qui sont, je crois, à l'origine de pas mal d'éléments de nos crises actuelles. C'est la myopie, finalement, d'un système capitaliste et des entreprises traditionnelles qui conduit à cette opposition frontale entre des intérêts de court terme que Philippe Brassac rappelait tout à l'heure, qui sont ceux des actionnaires, et les intérêts de long terme de la société en général, quelle que soit la déclinaison que l'on en fait, clients, salariés, environnement, peu importe. Et je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible, et c'est particulièrement possible, en effet, dans nos structures mutualistes ou coopératives. C'est d'ailleurs un aspect du métier de dirigeant, pour ce qui me concerne en tout cas, de mutuelle d'assurance, qui est extrêmement agréable. C'est d'avoir une forme de sérénité dans cette relation au temps. Le fait de ne pas rendre des comptes trimestriels et d'avoir la sanction des marchés à la suite de la reddition de ces comptes, ça permet effectivement d'investir dans du long terme. C'est pas complètement un hasard si, alors nous ne sommes évidemment pas les seuls, mais si un certain nombre d'entreprises mutualistes, la Maïf en fait partie, ont été dans les premières à monter des fonds d'investissement précisément dans l'économie numérique digitale. Et en particulier, mais pas que, dans l'économie circulaire et du partage, mais pas seulement. C'est bien parce qu'on a effectivement cette possibilité d'avoir une relation au long terme qui est différente et qui est à la fois complètement indispensable pour entreprendre. Moi, je me souviens d'un vieux bouquin dans les années 90 qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme » et qui opposait précisément un capitalisme anglo-saxon dirigé par les marchés financiers et drivé par le court terme, versus le capitalisme rhénan, un capitalisme familial, mais finalement assez proche du mode de fonctionnement mutualiste, et qui est un capitalisme d'investissement de long terme et d'entrepreneuriat. Et c'est vraiment la différence radicale, je crois, entre entreprendre et capitalisme financier. Si c'était comme ça serait formidable. Mais moi, ce que j'observe tous les jours dans la régulation des marchés financiers telle qu'elle s'est mise en place depuis 2008, c'est pas ça. C'est pas ça. J'en prends juste un exemple. C'est le retour à la titrisation. Il y a des acteurs qui sont très mobilisés pour que les marchés de la titrisation retrouvent leur marge de profit d'avant la crise, puisque c'est un marché qui, de fait, s'était effondré. Et on nous explique à longueur de journée qu'il y a le seul argument qui nous est donné, c'est on peut diviser entre la bonne titrisation et la mauvaise. C'est la fameuse question de savoir comment est-ce qu'on répond à la crise des subprimes. Et il y a un type qui s'appelle Michel Aglietta, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, sourire dans la salle, qui... quand on a commencé à parler de la COP21, a immédiatement dit le seul sujet qui vaille, c'est de faire de la titrisation au service de la transition écologique. C'est ça dont on a besoin. Et évidemment, je suis 100% d'accord avec ça. Eh bien, au Parlement européen,
quand il a fallu prendre cette idée de Michel Aglietta pour la transformer dans la législation, il n'y avait plus personne. Donc moi, avec mes camarades qui étaient d'accord avec moi, on a obtenu un petit considérant, mais les ingénieurs financiers, ceux qui auraient pu nous aider à transformer l'affaire, à faire que ça devienne vraiment le cœur de cette nouvelle titrisation, ce n'est pas eux qui étaient à l'œuvre. C'était des lobbies anglo-saxons qui voulaient retrouver leur marge de profit d'antan. Donc il nous reste la marge de progression et j'y vais avec optimisme et détermination. Le rapport au temps, c'est pas très facile. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rapport qui est plus facile à opérer, qui est le rapport à l'espace? Alors je voulais demander à Philippe Brassac, qui est à la fois très global et en fait très local. Est-ce que les nouvelles solidarités à inventer ne sont pas plus faciles? On parle des circuits courts dans l'agriculture, mais c'est un principe qu'on peut élargir. Plus facile au niveau de l'espace, finalement. Oui, je partage cette intuition et ça me fait penser à une chose, c'est que je pense que ce qui lamine aujourd'hui le modèle coopératif et mutualiste auprès des régulateurs, c'est cette idée que quand on est local, on est plutôt en deuxième division et quand on est mondial, on est en première division. Et il y a l'idée qu'être gros et mondial, c'est pas être local. Je prends l'exemple, pardon, du coup je vais donner un exemple sur le Crédit Agricole. Bon, voilà. Très souvent, j'étais frappé de cet écart-là. Quand on nous demande en région quelle est notre part de marché, elle est très importante. On est souvent, pas toujours, mais première part de marché dans les régions. Et après, on nous dit, oui, mais au national, ça fait combien? Et alors, je dis, mais au national, c'est la somme des régions. Ça ne paraît pas du tout intuitif. C'est-à-dire que cette idée que soit on est gros de façon internationale, soit on est local, et au fond, on est plutôt une banque sympathique et qui sent bon la fête de la châtaigne, voilà. Mais on ne nous voit pas pour ce qu'on est, c'est-à-dire une des 10 premières banques au monde, en étant local. Et c'est un message peut-être que je voudrais passer là-dessus, c'est que je pense qu'avec les meilleures intentions du monde, nous communiquons très mal sur nous-mêmes. J'ai beaucoup de respect pour le terme d'économie sociale et solidaire, mais entendez que ça nous déclasse nous-mêmes dans une catégorie qui serait moins entreprise, moins performante, moins mondiale, moins internationale, moins moderne, mais juste un peu plus humaniste, comme s'il fallait choisir entre l'un et l'autre. Et je pense que c'est une nouvelle fois très important du coup de re-rationaliser. Un modèle coopératif mutualiste, c'est un modèle gouvernance. On en fait quoi? Ce que les gouvernants en décident, pour le meilleur ou pour le pire. Et je reviens à l'exemple que j'avais avec nos nouveaux embauchés, à qui je demandais aussi, 6 mois plus tard, au fond, s'ils savaient sur le terrain expliquer le modèle coopératif et mutualiste. Je peux vous assurer qu'hélas, la réponse est non en général. C'est-à-dire que quand vous avez des collaborateurs sur le terrain, notamment dans des agences, je me rappelle notamment d'une agence de la Vésubie, une vallée profonde des Alpes-Maritimes, à chaque fois que je leur expliquais le modèle par le haut, ils disaient c'est très bien, je comprends, c'est super et tout. Mais enfin, je ne vois pas ce que je vais raconter à mon client qui, dans mon agence, me dit les banques toutes les mêmes, etc. Et donc, il manquait visiblement de billes pour expliquer cette différence. Je lui disais, mais vous ne vous rendez même pas compte que si nous n'étions pas une banque coopérative mutualiste et qui du coup décide d'être présent sous condition de rentabilité, il ne s'agit pas d'aller prendre les territoires de non-rentabilité, mais présent partout où c'est utile et rentable, sans nous concentrer là où c'est le plus rentable en tant que tel, eh bien tout simplement votre agence n'existerait pas, parce que regardez autour de vous, les grands concurrents sociétés anonymes d'action ne sont pas présents, parce qu'ils vont se concentrer plutôt. Je prenais l'exemple de Nice, dans les quartiers de Cigné, qui sont beaucoup plus riches et qui, en valeur relative, donc exploitent mieux le fonds de commerce. Et donc, vous êtes agent d'une agence du Crédit Agricole qui ne sait pas expliquer simplement à son client la différence d'une banque coopérative mutualiste, alors que si on ne l'était pas, votre agence n'existerait pas, votre emploi n'existerait pas, nous n'aurions pas 2300 collaborateurs, mais 450 sans doute, concentrés sur les niches les plus profitables. Voilà, et donc je trouve qu'il y a une question de communication là-dessus, qui d'ailleurs n'arrive pas aujourd'hui au niveau des régulateurs. Quand on va voir la Commission européenne, quand on va voir le BA, quand on va voir l'ASM, on a vraiment plutôt un accueil sympathique sur le thème, ben oui, les coopératifs, les mutualistes, on vous aime bien, mais enfin, prenez les règles du jeu des gens sérieux. Voilà, et vous osez à peine dire, ben, on a quand même fait 5 à 6 milliards de profits l'année dernière qui nous sont nécessaires, on emploie 150 000 collaborateurs,
Voilà, on est dans la modernité la plus complète. Et donc, voilà, c'est le fil que je voudrais tirer à partir de votre question. Je pense qu'un des messages, c'est que d'être international et gros, c'est de ne pas être hors sol, c'est d'être sur les différents sols au sens économique du terme, et qu'il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Et je crains qu'hélas, notre discours, notre catégorisation, qui consiste à dire nous, on serait plutôt plus sympathique que d'autres, avec plus de valeur, ignore le fait essentiel, c'est que c'est notre gouvernance qui est différente. Du coup, nos politiques peuvent être différentes, ce qui est une nouvelle fois pas prouvé d'avance, il faut vraiment le faire pour ne pas se laisser banaliser. Et nous ne devons pas être rattrapés dans la régulation internationale par des notes bas de page. Je m'arrête là-dessus, mais ce n'est pas un détail. Je vous assure que la régulation internationale définit comme valeur absolue de solvabilité le core tier 1, c'est-à-dire les fonds propres. Et pardon de faire une incidente, on a dit il y a le capitalisme et puis il y a les autres. Enfin, la régulation est totalement sur le capital, totalement. Et vous-même, dans le député, vous exigez aujourd'hui des fonds propres des banques, pas d'avoir des sociétaires. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que vous êtes entraîné dans la régulation à des critères qui sont effroyablement uniformisants et qui sont d'abord le critère de solvabilité, c'est-à-dire la quantité de fonds propres. Et quand vous allez voir le régulateur qui rédige ça dans les détails, le fonds propre dur, c'est l'action ordinaire, point final. Et vous êtes rattrapé en bas de page sur, dans le cas des banques coopératives mutualistes, on peut admettre des parts sociales sous réserve qu'elles se comportent comme des actions ordinaires. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus de mal, notamment par rapport aux superviseurs, à faire la promotion de la souscription de parts sociales. Ça, c'est extraordinairement concret. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, les banques coopératives mutualistes, vous devez faire attention, souscription de parts sociales, c'est dangereux, vous devez les limiter, etc., etc. Et donc, je souligne, ne vous méprenez pas sur mes propos, sur le fait que quand ça se traduit dans les règles du jeu, technique, technocratique, nous sommes sur un driver, d'ailleurs écrit en anglais, voilà, c'est pour commodité, et qui est totalement le référentiel de la société anonyme d'action. Et je ne fais pas du tout l'hypothèse que ce soit le souhait fondamental des politiques. Je dis que juste dans la phase technique de régulation, pour le coup, tout nous redescend sur le modèle central. Allez, un peu d'espoir là. Non, mais moi, une juste répartition des rôles, parce que tous ceux qui me connaissent dans cette salle savent combien, à chaque fois qu'il a fallu monter au créneau pour défendre le modèle coopératif. Et tout ce que vous avez dit, je l'ai moi-même dit dans un nombre de conférences absolument incroyable, y compris en vous invitant à ne pas accepter qu'une régulation soit mise sur la table en ignorant le modèle que vous étiez. Parce que quand on a une feuille de papier qui est sur la table et qu'il faut la corriger, on est évidemment beaucoup moins bien que quand on a été rédacteur de la feuille elle-même, en tenant compte de la diversité des modèles et en intégrant le modèle coopératif. Mais la responsabilité, on peut accuser le Parlement européen d'être responsable de la note de bas de page. C'est d'abord, s'il est responsable de quelque chose, c'est qu'il y ait une note de bas de page plutôt que rien. Donc c'est déjà moins pire que rien. Et moi, je vous renvoie la responsabilité. Tant que... alors, c'est difficile d'être minoritaire, parce que dans le modèle, par rapport au modèle capitaliste anglo-saxon, vous êtes minoritaire. Mais c'est une bataille que nous devons mener ensemble. Ne nous envoyons pas des anathèmes. Et tant qu'à Bâle, les Européens sont des intestins pour digérer un modèle américain qui lui-même se soustrait à toutes les règles qui l'influencent, eh bien nous aurons des bas de page pour le modèle coopératif. Et dans la clarification, il me semble qu'on a plutôt intérêt à retrousser nos manches ensemble pour faire vivre un modèle capitaliste dans lequel, ou un modèle de régulation financière dans lequel vous ayez pleinement votre part. Voilà, c'est un petit cri, mais, Non, mais c'est sur le fond, on est d'accord. Thierry, Et moi, je voudrais juste rebondir, puisqu'on est dans les demandes de soutien à Bruxelles, de défendre le modèle coopératif français et les avantages fiscaux que nous avons, parce que nous défendons les territoires. Et là, on sait qu'il y a vraiment un sujet souvent sur la fiscalité des coopératives.
notamment sur le fait qu'on soit exonéré d'impôts sur les sociétés. Mais pourquoi? Parce que nous, effectivement, je parle de la partie coopérative, pas les filiales des coopératives, hein, sur cette partie-là, nous défendons le territoire. Nous allons récolter du maïs, des céréales dans des zones éloignées, non compétitives. Et ça, c'est très important. Et voilà, je passe ce message-là, puisque j'ai l'occasion de vous rencontrer. Si vous pouvez nous appuyer, ça serait très bien. Et juste un dernier mot, devant témoin, je le dis. Hein, et un mot sur le penser global, agir local, bien évidemment. Donc nous devons être effectivement local, et nous le sommes. Mais en même temps, nous devons avoir une vision mondiale et globale et nous donner les moyens d'avoir un projet de long terme. Et projet de long terme, ça me fait penser à l'intervention du président chinois à Davos, qui est complètement ouvert à la mondialisation, c'est peut-être le paradoxe, et qui a un cap à 10 ans avec un fil conducteur fort, un driver, ça a été dit, fort, qui donne une vision forte à la société chinoise. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait faire comme les Chinois, mais je pense que nous, dans le monde social et solidaire, nous pouvons avoir cette vision à 10 ans forte qui nous différencie du monde économique de court terme. Voilà, le maoïsme comme une forme de mutualisme.